Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Christian Arbulot, qui est directeur de l'école de guerre économique et directeur associé du cabinet Spin Partners. Alors ce soir, Christian Arbulot va nous parler de mouvements politiques et de nouveaux mouvements politiques. Comment en créer de nouveaux qui ne soient pas influencés par l'étranger. C'est bien cela? Absolument. Alors c'est parti pour 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis après viendront les questions. Merci. Alors, c'est pas une conférence sur l'intérêt du contre-espionnage dans la réalité de la vie politique dont je vais parler, mais c'est d'une part, en faisant le constat un peu de la situation aujourd'hui, la réalité politique actuelle, justement, et en faisant aussi peut-être quelques flashbacks par rapport à ce que j'ai pu vivre moi il y a très longtemps dans ma vie politique antérieure et les conclusions que j'ai pu en tirer. Alors le premier constat sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que démarrer une activité politique aujourd'hui, je pense aux nouveaux courants qui apparaissent depuis une dizaine d'années, je pense notamment aux courants souverainistes pour ne pas les citer, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire dans le sens où toute émergence de courant politique, de fait, se fait dans un contexte de fragilité et immédiatement attire l'attention d'un certain nombre de forces étrangères qui, pour des raisons diverses, vont analyser leur contenu, analyser leur discours, analyser leur positionnement et essayer de comprendre quel type d'intérêt ils peuvent en tirer dans l'approche de ces embryons de mouvements politiques, pas simplement par curiosité, vous vous en doutez bien, mais surtout pour éventuellement, hélas, les infiltrer, voire les noyauter et, dans certains cas de figure, les manipuler. Alors je cite les mouvements souverainistes, pourquoi? Parce que je m'y intéresse comme à d'autres formes de vie politique en France, bien sûr, mais parce que c'est vrai que dans un pays comme la France aujourd'hui, c'est très certainement la mouvance politique qui est prioritairement la plus observée par un certain nombre de puissances, de différentes nationalités. Qu'est-ce que je peux faire comme constat par rapport à ce sujet-là? On sent bien dans le débat actuel que l'émergence d'un courant politique dans un pays comme la France est d'abord, avant tout, une sorte de position j'allais dire réactionnaire au bon sens du terme, mais une réaction face à une réalité. Réaction face à une réalité, ça veut dire une remise en cause, soit de la manière dont la France peut avoir perdu son indépendance à l'égard des États-Unis depuis plus d'un demi-siècle, soit la manière dont la France a cédé une partie de sa souveraineté par rapport au processus de l'Union européenne, et je pourrais comme ça énumérer un certain nombre de facteurs. La question centrale étant la suivante, est-ce qu'en étant en réaction, on peut protéger une forme de nouvelle légitimité sans craindre ces appétits étrangers qui vont tenter de se servir de cette expression politique. Et là, il y a un premier problème qui m'interpelle, c'est que dans la culture politique française, qu'elle soit celle des grands partis ou celle des petits partis politiques, je ne suis pas certain qu'on ait pour l'instant fait le bilan de ce que j'ai appelé, moi, les grandes périodes d'influence étrangère sur la vie politique française. Alors, il y a un sujet qui me tient à cœur à ce propos, c'est le non-dit, c'est ce qui n'est pas écrit, c'est ce qui n'est pas analysé. Et je note que dans le contexte français, il existe 3 non-dits très importants. Pratiquement pas analysé. Je cherche encore un ouvrage qui déroule une thèse sur ces 3 non-dits. Alors quels sont ces 3 non-dits? Ces 3 non-dits, c'est 3 périodes clés de l'histoire de France au cours desquelles le pays a été battu militairement et occupé par des armées étrangères, et à l'intérieur du pays, des forces politiques, pour des raisons
qui leur sont propres, se sont alliés à des armées d'occupation, dans une optique qui est de diriger la France. Alors la première date, c'est 1815, la deuxième date, c'est 1870, et la troisième date, c'est 1940. Alors ces trois dates sont quand même relativement rapprochées dans le temps, c'est-à-dire c'est en un peu plus d'un siècle, et en un peu plus d'un siècle, on assiste donc dans un pays comme le nôtre à trois problèmes majeurs, à savoir ce que certains qualifieraient de trois trahisons majeures. Dès lors qu'on s'allie avec une force qui nous a vaincus militairement, alors que le pays était en guerre contre elle, qu'en déduire de cette alliance et qu'en déduire des conséquences de cette alliance. Alors on voit bien que ces trois dates, ce sont trois traumatismes majeurs de la société française. Le premier traumatisme, qu'on limite un peu trop rapidement à la fin de l'épopée napoléonienne, à l'échec des guerres napoléoniennes, du projet, pour peu qu'il y en ait eu un, d'empire continental. Si je ne m'arrête pas à ce détail, mais si je vais un peu plus loin, je constate quand même que le premier traumatisme, en fait, porte sur une division de la France en trois catégories d'acteurs. Les royalistes qui reviennent au pouvoir, les bonapartistes qui perdent ce pouvoir, et les républicains issus de la Révolution qui n'ont pas encore reconquis le pouvoir. Derrière cette défaite de 1815, j'insiste, on peut considérer qu'il y a une trahison dans le sens où toute forme d'alliance avec une force militaire étrangère qui nous a vaincus ne peut pas être considérée comme un fait de gloire patriotique, ni comme un élément patriotique. Et ça pose vraiment un souci important de lecture de ce type d'événement. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas, que le premier traumatisme, celui de 1815, ait été retenu dans l'histoire comme justement une première entorse à la définition du patriotisme. Le deuxième événement, 1870, c'est la même chose. C'est-à-dire, il est intéressant d'analyser. Pourquoi ? Parce que une force d'occupation étrangère, en l'occurrence l'armée allemande, va permettre à une force de politique intérieure de se réarmer suite à une défaite militaire pour éliminer un pouvoir de contestation qui s'est focalisé notamment sur Paris avec la Commune de Paris. Deuxième traumatisme, car une fois de plus, on a une alliance objective avec un ennemi qui nous a vaincus militairement et qui aboutit à un nouveau régime politique qui est facilité par l'accord de cet ennemi, et notamment l'accord militaire. Troisième date qui, est, bien entendu, reste encore une blessure très grave dans l'histoire de France contemporaine, c'est 1940. Et bien entendu, c'est l'armistice, c'est l'accord signé entre Pétain et l'Allemagne nazie et les conséquences de cet accord. Idem, c'est aussi un traumatisme très grave. Alors celui-là, il est plus dans les mémoires. On sent bien qu'il y a une déchirure, une fois de plus, au niveau du patriotisme. Et vous vous doutez bien qu'un peuple qui, en un peu plus d'un siècle, subit trois traumatismes de ce type, sans les avoir digérés, sans avoir réellement, en termes de sciences politiques, réfléchi sur leur signification, ce peuple-là a le plus grand mal aujourd'hui à cerner la définition du mot patriotisme. Pour moi, ces trois traumatismes sont une des explications majeures de la perte de sens du mot patriotisme en France. J'y rajouterai bien entendu le quatrième, celui-là tout le monde le connaît, qui est bien entendu la conséquence de la Première Guerre mondiale et des pertes humaines et de l'impact que ces pertes humaines ont eu dans la société française entre les deux guerres. Donc, cette constatation, pour moi, est essentielle. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas réfléchi, pris du recul pour essayer de comprendre quelle est l'importance de ces trois traumatismes dans la perception du patriotisme dans un pays comme le nôtre, on aura énormément de mal à construire un nouveau courant politique
qui essaie justement de tirer le bilan d'un certain nombre d'expériences passées. Car j'ai absolument pas le sentiment aujourd'hui que sur l'ensemble de la classe politique, qu'on aille de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le centre et en touchant notamment les deux partis qui dominent cette vie politique française, que sont le PS et l'UMP, et vice-versa, je n'ai pas le sentiment une seule seconde qu'on ait daigné comprendre et tirer les conséquences de cette réalité. Or, et c'est bien ça qui me dérange, l'influence étrangère sur l'autonomie de la pensée politique, elle est très présente derrière ces trois traumatismes. Premier élément essentiel, toute la naissance de la pensée libérale sur l'économie en France est liée à l'influence de la Grande-Bretagne issue de 1815 et du rôle que les forces, et surtout que le pouvoir britannique, ont joué dans le retour du roi de France en France, à la tête de la France. Là, il y a un premier problème d'influence qui va très sérieusement s'insinuer dans la définition du mot libéralisme, la définition du libéralisme politique et la définition même, et c'est ça qui est plus grave, ou la non-définition du mot puissance et de la stratégie de puissance de la France. En gros, si on étudie attentivement cette période, on va découvrir que la notion de puissance va se diluer progressivement, là je pense en termes économiques notamment, dans un discours qui n'intégrera plus la dimension de l'État comme État stratège pour guider le développement d'un pays, et notamment dans le cadre d'une indépendance ou d'une recherche d'autonomie par rapport à d'autres. Donc là, l'influence étrangère britannique, que David Todd explique très très bien dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années sur l'identité économique de la France, on voit bien qu'elle est possible parce qu'il y a eu ce premier traumatisme, elle est possible parce que même si au lendemain de la défaite napoléonienne, il y a encore en France un consensus qui va durer jusqu'à la fin de la Restauration pour essayer de limiter la pénétration de l'influence britannique sur le territoire français, j'entends pénétration commerciale, donc de nature économique, il n'empêche que l'arrivée de Napoléon III va faire disparaître ce reliquat de réflexion sur la puissance économique d'un pays comme le nôtre, et qu'on va basculer dans une autre dimension qui est la modernisation, l'industrialisation, et derrière ces mots, derrière ces faits, derrière ce dialogue aussi social qui va cristalliser pas mal de débats dans la vie politique intérieure française, on va voir disparaître, ni plus ni moins, la notion d'une stratégie de puissance vue sous l'angle économique. Et j'insiste, cela s'est fait, et David Todd le décrit très très bien dans son ouvrage, parce qu'il y a eu une influence, et notamment une influence par la production de connaissances, une influence par la publication d'articles, de livres, et tout ça est sourcé et très très bien retracé dans notamment la seconde partie de l'identité économique de la France de Todd. Le deuxième traumatisme, si je m'arrête à la période de l'après-Commune de Paris, me semble aussi assez intéressant parce qu'il va générer un autre type d'influence. J'ai presque envie de dire un rejet, non pas là de l'expression de la puissance économique, mais l'expression de la puissance géopolitique. Le pays qui nous a vaincus, l'Allemagne, et qui donc a permis à Thiers de réarmer 100 000 hommes pour vaincre la Commune de Paris, ce pays va devenir pour nous le symbole de la puissance conquérante des territoires, et cette puissance conquérante, dans l'expression de la politique française, va être le repoussoir. C'est-à-dire que d'un côté, on voit apparaître une pensée politique allemande qui va totalement intégrer la notion de stratégie de puissance et surtout d'accroissement de puissance, et de l'autre, on aura
dans l'expression de la vie politique française, une énorme frilosité pour intégrer cette dimension. On considérera que l'allemand, je vous renvoie à la propagande qui va apparaître durant la Première Guerre mondiale, c'est l'ogre, c'est celui qui nous vole l'Alsace et la Lorraine, c'est celui qui est l'usurpateur de territoire, en quelque sorte, et on s'arrêtera à une série de clichés, mais je note que si on compare l'école géopolitique allemande à la petite école de géographie politique qui apparaît en France au début du XXe siècle, on n'a pas du tout la même profondeur de pensée, on n'a pas du tout la même vision dynamique de qu'est-ce que la puissance, quels sont les moyens de la puissance, et on va avoir à travers le discours radical de la Troisième République plutôt une vision d'un pays tourné vers une certaine forme d'universalisme. Je ne vais pas revenir sur ce point-là. Rappelez-vous les discours sur la conquête coloniale, où le but est d'aider des peuples à se moderniser, enfin, etc., etc. Mais il n'y aura pas cette vision réaliste de qu'est-ce qu'une stratégie de puissance, quels sont les atouts de la puissance. Et vous avez bien compris qu'on a déjà perdu la grille de lecture économique, et finalement le deuxième traumatisme nous fait perdre un deuxième élément de la grille de lecture, qui est celui de la géopolitique, non pas au sens fasciste du terme ou au mauvais sens idéologique du terme, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il quand on voit dans l'histoire humaine des peuples qui, par nécessité absolue, vont se projeter vers l'extérieur de leurs frontières pour ne pas crever de faim, ou par exemple, je suis en train de lire en ce moment un livre de M. Heller, qui est professeur émérite de la Sorbonne, qui parle de la Russie et de l'histoire de son empire. Et il est évident, quand on voit la naissance de la Russie le long du Dniepr et des lieux d'échange entre la Baltique et la mer Noire, on voit bien que le rapport économique des échanges, la sédentarisation d'un certain nombre de noyaux de population sur des villes et les confrontations militaires continuelles avec les peuplades venant des steppes, etc., c'est quelque chose qui structure une pensée. Et il n'y a rien d'idéologique dans cela, il n'y a qu'un constat de réalité lié justement au rapport entre l'économie et la politique, c'est ce qu'on appellerait un jour l'économie politique. Bon. Eh bien, cette notion de la puissance, vue sous l'angle des réalités des peuples et des habitudes de long terme dans les débats qui animent ces peuples. Faut-il conquérir commercialement ou territorialement, parce que ces peuples, parce qu'ils sont dans des territoires très impropres à la survie, sont obligés ou se considèrent comme obligés de le faire, etc., etc. Cette vision-là, à cause du deuxième traumatisme, on la perd, et la géographie politique française, quand on la compare à la géopolitique allemande, au début du XXe siècle, on voit bien qu'on a une géographie politique qui est très focalisée sur la géographie et sur la lecture des frontières. Et cette lecture des frontières qui elle-même est ancrée dans une vision très particulière de l'histoire de France. Un excellent ouvrage qui s'appelle Le Roi de guerre de M. Cornette nous explique que la France est le deuxième pays après les Provinces-Unies à avoir voulu fortifier ses frontières dans l'histoire. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, cette logique de fortification, bon, c'est la période Vauban, etc., ça correspond à un certain état d'esprit, à une certaine vision du monde, et cette vision du monde, vous avez bien compris qu'on va la prolonger, puisqu'elle ira jusqu'à la ligne Maginot, donc jusqu'à l'entre-deux-guerres, et qu'on la gardera très profondément ancrée dans ce qu'on considère être la stratégie de défense de ce pays, après avoir vaincu l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on va perdre avec le troisième traumatisme qui est celui de 40 ? Là, je crois qu'on va perdre quelque chose qui est dramatique, c'est-à-dire, si je résume la situation, d'un côté, la légitimité du maréchal Pétain, c'est de dire je veux sauver ce qui peut être sauvé, notamment ce qui reste dans l'empire colonial, afin que ce pays ne soit pas rayé de la carte. Hein. Il suffit de lire ses écrits ou d'écouter les propos qu'il a pu émettre durant cette période. Et puis, de l'autre,
on a une espèce de discours centré justement sur la France, sur une sorte de renouveau du patriotisme, hein, c'est notamment l'expression de De Gaulle à Londres, et ce qui va essayer de définir autour de ça. Mais que perd-on durant cette période? Eh bien, je crois qu'on va perdre l'envie, tout simplement, d'être une puissance. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce que je considère comme catastrophique, c'est que la défaite de juin 40 a été tellement catastrophique en termes de démonstration. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas une seule seconde à une défaite aussi cuisante sur le plan militaire, même si les Allemands ont perdu 10 000 hommes en voulant attaquer à un moment donné la ligne Maginot, ce qui a prouvé d'ailleurs que la ligne Maginot pouvait avoir une valeur militaire ponctuelle sur tel théâtre d'opération, même si effectivement il y a des troupes françaises qui ont été remarquables, il n'empêche que la défaite a été terrible. Et ce troisième élément de perte, donc l'idée de la puissance, c'est dans ce cynisme, on pourrait appeler ça dans cette réelle politique non assumée des élites françaises, qu'on la pressent dans l'émergence de la 4ème République. C'est-à-dire qu'il y a une énorme hypocrisie au début de la 4ème République en France. En gros, les élites qui sortent de la guerre, même si elles sont déchirées entre factions, une droite qui n'ose plus être une droite, une gauche qui est dominée par le Parti communiste, etc., un courant démocrate chrétien qui essaie de recréer, je dirais, une stabilité au centre, toujours est-il que les élites, celles qui sont aux affaires, celles qui se forment à la vie politique, celles qui vont être dans la haute administration, ne croient pas une seule seconde que la France est réellement un avenir de puissance. Et ce qui fait que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, on a une hypocrisie très ténue dans la vie politique française, c'est qu'on entend régulièrement un débat sur la France, qu'il y a un rejet du modèle américain, une grande méfiance à l'égard des États-Unis, mais en fait, dans la réalité, on sent très bien que ces élites, excepté le court passage gaulliste, entre 58 et le milieu des années 60, où là il y a eu l'expression d'un nouveau discours sur la puissance, ou une tentative d'expression de nouveau discours sur la puissance, globalement les élites françaises étaient les yeux tournés vers Washington en pensant, et en ne le revendiquant pas devant un électorat justement, donc c'est pour ça que je dis que c'est une position hypocrite, seuls les États-Unis peuvent assurer notre sécurité, en particulier devant la menace soviétique, etc. Donc, si je récapitule, les trois traumatismes nous ont amené trois pertes de grille de lecture. 1815, à la fin de la Restauration, on a perdu la grille de lecture géoéconomique. En 1870, on a perdu la grille de lecture géopolitique, ou ce qu'il en restait. Et en 1940, on perd ni plus ni moins la grille de lecture sur qu'est-ce qu'une puissance. Et on va garder quoi? On va garder quoi? Je dirais cet extraordinaire trou noir dont parlait le général Alain Guénon de Marolles, à savoir qui est symbolisé par le SGDN, enfin le GDSN aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de catalogue où le mot puissance n'existe plus, où on va parler de sécurité, où on va parler de défense d'un territoire, avec toute une série de principes, de recettes, mais sans qu'il y ait la réalité dynamique, et sans qu'on puisse percevoir justement une matière première vivante dans tout ça. Alors, à chaque fois, malheureusement, à la perte de ces trois éléments, je l'ai dit pour le premier, il y a l'influence étrangère britannique. Sur le second, c'est plutôt le rejet du modèle allemand. Donc c'est une influence étrangère à front renversé, si je puis dire. Et puis le troisième, c'est l'influence américaine. Influence américaine qui aujourd'hui est encore très importante et qui nous amène donc au constat suivant. Au point de départ, comment, à partir de cette réalité, essayer de chercher une autonomie politique dans un courant politique émergent. Il est évident pour moi que dans la France actuelle, si on ne réfléchit pas sur le sens de ces trois traumatismes, si on n'en analyse pas les conséquences, si on n'ose pas en parler, parce que je le répète, j'ai bien cherché, alors je suis peut-être un très mauvais veilleur, mais je n'ai pas trouvé d'ouvrage de sciences politiques, voire d'histoire, traitant de cette
de cette réalité associant les trois traumatismes. Je me souviens qu'au moment du bicentenaire de la Révolution française, un magistrat, Yves Lemoine, voulait justement que j'écrive un ouvrage sur ce sujet-là, bien précis, parce qu'il en avait perçu l'intérêt. C'est intéressant, parce qu'Yves Lemoine était socialiste d'ailleurs, et il avait eu, lui, le courage de penser que c'était un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il était temps, avec le recul, pour avancer politiquement, quelles que soient les idées politiques qu'on pouvait défendre d'ailleurs, il savait très bien que j'étais pas forcément membre du Parti Socialiste au moment où il me disait ça, qu'il devenait nécessaire d'avoir le courage d'ouvrir ces trois événements et surtout de bien cerner leurs conséquences. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous vous doutez bien que quand je vois les autres pays, et pour moi, ça c'est très important, que ce soit la Russie, par exemple, qui a failli quand même être fortement atteinte par la volonté américaine, exprimée notamment à l'époque de Boris Eltsine, et qui a réagi par rapport à ça, c'est la Russie de Poutine, pour retrouver une logique qui la mette un peu à l'abri d'une influence étrangère, américaine en particulier. Bon, quand je vois d'autres pays, je pense aussi bien à la Chine, je pense aussi bien à l'Inde, il est clair que ces pays-là, pour des raisons fondamentalement différentes, ont aujourd'hui, chacun d'entre eux, les trois composantes que nous avons perdues. C'est-à-dire, il y a une vision géoéconomique en Chine, elle est très précise, il y a une vision géoéconomique en Inde aussi, il y a une vision géoéconomique en Russie, même si la Russie a beaucoup de mal à rebâtir une infrastructure industrielle. Il y a une vision géopolitique en Chine, en Inde et en Russie, et il y a aussi un désir d'expression de puissance, voire de politique d'accroissement de puissance dans ces trois pays. Quand je suis en France, et que je reviens justement à la vie politique française, je cherche où sont passés ces trois éléments. Et c'est ce qui m'amène justement à être très très en alerte sur qu'est-ce qu'une autonomie dans la pensée politique, surtout quand elle est émergente, et comment les influences étrangères peuvent l'affecter dans sa créativité, voire dans sa légitimité, et ce qui est encore plus dangereux, dans son devenir. Parce que je crois que nous sommes, hélas, parce que nous avons perdu ces trois dimensions-là, devenus extrêmement fragiles. Extrêmement fragile, et je le mesure quand je discute aussi bien avec des militaires ou avec des policiers ou avec des personnes qui travaillent dans tel ou tel ministère, je pense au ministère de l'économie, etc. Je sens bien que dès qu'on essaie de remettre sur la table ces trois grilles de lecture, en considérant que dans le monde actuel et le monde qui est en devenir, elles sont absolument indispensables pour assurer à la France un minimum de lisibilité sur son développement, sur sa sécurité, mais aussi sur la manière de gérer des relations avec des puissances extérieures. Eh bien, tant que nous n'arriverons pas à activer ces trois grilles de lecture, j'ai, moi en tout cas, la grande sensation que nous ouvrons des portes ouvertes, que nous frappons dans le vide, que nous n'arrivons pas à cristalliser des vrais problèmes. Et dès qu'on aborde les questions essentielles, qui sont aussi bien discutées au niveau de l'Union européenne qu'au niveau de la France, on sent bien que l'expression d'une politique de puissance en France, c'est quelque chose de terriblement difficile, quels que soient les sujets. Il est quand même extraordinaire de constater qu'un pays qui a le deuxième domaine maritime au monde n'arrive toujours pas à penser l'exploitation de ce domaine maritime en termes géoéconomiques, vaguement en termes géopolitiques, mais certainement pas en termes d'accroissement de puissance. Et dès lors qu'on parle d'État stratège, puisque ça redevient une expression qui interpelle, on voit mal comment cet État stratège va enfin
et là je parle bien du politique, à la tête d'un pays, articuler une politique justement où on ne se contente pas d'additionner des recherches de tel ou tel laboratoire scientifique ou de mettre en avant les résultats commerciaux de telle ou telle entreprise. Il s'agit de mettre en commun une pensée sur une chance extraordinaire que nous avons, si je le répète, le deuxième domaine maritime au monde. Mais des dossiers comme ça, on pourrait malheureusement en citer un certain nombre. C'est-à-dire que le manque à penser, ai-je envie de dire, lié à l'absence de ces 3 grilles de lecture, rejaillit immédiatement sur la fragilité d'un courant politique qui voudrait, et c'est ainsi que j'ai compris notamment dans le désir souverainiste, essayer de redéfinir un destin pour la France, une logique politique qui soit un peu plus indépendante de celle qu'on pouvait imaginer précédemment, etc. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que je constate qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là, et le danger que je ressens, moi en tout cas, est même plus grave, c'est que dans les tentatives actuelles de recherche d'autonomie stratégique, de redéfinition d'autonomie stratégique, que ce soit pour ceux qui veulent construire l'Europe ou ceux qui tiennent ardemment à une nouvelle définition de l'indépendance de la France, je vois surtout prédominer des influences étrangères. Côté souverainiste, je vois s'exprimer notamment un certain intérêt vers la Russie, considérant que c'est avec ce pays qu'on pourra éventuellement s'extraire d'un piège qui est celui dans lequel nous sommes depuis plus de 50 ans. Mais je constate que ce n'est pas à armes égales que nous réfléchissons comme ça, parce que nous n'avons pas encore compris que même si la Russie est effectivement un pays passionnant et très intéressant en termes géoéconomiques, en termes géopolitiques et en logique de puissance, c'est un pays, pour exister à ses yeux, il faut qu'il y ait les 3 composantes dans notre propre dynamique. Si nous ne les avons pas, nous serons de toute façon une proie facile. C'est pareil, je dirais, pour ceux qui souhaitent ardemment la création de l'Europe et qui n'arrivent pas à penser l'Europe sans les États-Unis. C'est-à-dire que la configuration d'une Europe qui commencerait enfin à rechercher une autonomie stratégique, c'est pour l'instant une utopie à laquelle finalement personne n'arrive à dépasser les limites. Même les plus fédéralistes qui souhaitent un pouvoir politique européen et qui souhaitent une armée européenne, qui souhaitent une industrie de défense européenne, qui souhaitent une diplomatie européenne. L'influence étrangère, là, elle est à la fois américaine, mais elle est aussi une influence dite de soumission, c'est-à-dire que on est très embarrassé de la discussion avec un pays comme la Chine, et elle est aussi, bien entendu, liée à ce dialogue un peu contraint qu'on a avec tel ou tel pays en passe de devenir un grand pays. Je pense à l'Inde et le Brésil, où c'est toujours un peu difficile pour nous d'avoir quelque chose de très clair. On est dans des positions plutôt opportunistes sur ce terrain-là, mais la définition d'un axe stratégique réellement d'alliance ou de coalition, où encore une fois la France et l'Europe, si on considère qu'on se mette qu'on se hisse au niveau de l'Europe, deviennent des acteurs qui recherchent une véritable autonomie stratégique. Donc on a là un problème fondamental qu'il nous faut absolument résoudre. Et je disais au tout début de cette intervention que je ne peux pas ne pas faire un parallèle avec ce que j'étais, moi, quand j'avais 24 ans, en entrant dans la politique, et en étant un militant d'extrême gauche de tendance maoïste. Dès ce moment-là, ce qui m'a différencié d'un certain nombre de personnes, c'est de ne pas vouloir être, je dirais, le gentil petit soldat d'une puissance étrangère. Ce qui explique que la mouvance dans laquelle j'étais passait beaucoup de temps à se moquer de Pékin Information, à pasticher la propagande chinoise, et même si un certain nombre de ces personnes en France étaient encore, non pas, disons, fascinées par la révolution culturelle, mais plutôt par ce qu'elle exprimait en termes de mouvement de jeunesse, sans en voir forcément les conséquences catastrophiques, il n'empêche qu'il n'y avait pas d'envie de se jeter dans les bras d'une puissance étrangère et des différents instruments qu'elle pouvait manipuler sur le territoire national. Ça, je le garde à l'esprit, et cette ligne de conduite,
elle était très importante parce que c'était un choix, alors là, qui crée ni plus ni moins une ligne qui séparait deux mondes. Ceux qui étaient prêts à s'allier avec n'importe qui et ceux qui, dans une posture d'engagement politique, dans un cadre français et qu'on peut qualifier à la limite de patriotique, n'étaient pas prêts à s'allier avec n'importe qui. Moi, personnellement, je l'ai dit et je l'ai redit, quand j'ai vu arriver à la fin de l'extrême gauche française, notamment de consistance maoïste, les services de renseignement soviétiques qui commençaient à venir à la pêche à la ligne dans ce milieu-là, il était hors de question de devenir le jouet de ces services. Bon. Donc ça a été une position très très clairement affirmée, ce qui n'a pas été le cas d'autres petites séquelles du gauchisme qui malheureusement ont frôlé ce genre d'influence étrangère. Donc j'estime que le rapport à l'influence étrangère, la définition d'une autonomie politique dans sa réflexion, c'est intimement lié à ce que je qualifie d'engagement, et ça ne peut en aucun cas être une politique de défausse. Ceux qui disent « je préfère être plutôt rouge que mort », rappelez-vous ce qui se disait au moment des euromissiles, ceux qui disent « je préfère finalement me vendre à la Russie plutôt que de subir l'effondrement du modèle américain, etc. », j'estime que c'est une erreur fondamentale sur le plan politique, car pour moi l'engagement c'est ce que je suis sur un territoire donné par rapport à une histoire que j'ose regarder en face, en essayant justement de bien comprendre comment, pour réfléchir politiquement, on va s'armer avec les meilleurs instruments d'analyse et de réflexion. Et là, je le répète, faire de la politique aujourd'hui, même quand on est un nouveau mouvement, c'est ne pas faire l'impasse sur les constatations que je viens de faire. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais j'insiste, je suis à peu près le seul pour l'instant à mettre le doigt sur ces trois traumatismes et leurs conséquences. Parce que là, je mets le doigt où ça fait mal, où ça fait même très mal, et je suis à peu près le seul pour l'instant à dire, tant qu'on n'aura pas fait le bilan de ces trois faits-là, de leurs conséquences, de la manière dont les élites françaises ont absorbé et surtout contourné ce bilan, notamment par rapport à la définition du patriotisme, qui est aujourd'hui un mot, hélas, qui est pratiquement devenu non pas une injure, mais quelque chose de balayé d'un revers de manche comme étant obsolète et ridicule. Je pense qu'on n'avancera pas. Je ne pense pas qu'on puisse recréer une force politique sans faire le bilan de cette réalité française, qui n'est pas la réalité de chaque peuple. Je parle bien, en l'occurrence là, de réalité française. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire, quelques mots sur un sujet excessivement difficile et en tout cas absolument incontournable. Créer une nouvelle force politique aujourd'hui, s'engager politiquement, c'est s'armer d'intelligence. Ce n'est pas être dans des logiques réductrices. Et moi, personnellement, en tout cas, mon choix, si un jour, de nouveau, je me tournais vers la politique, ça serait uniquement à partir du moment où je sentirais que ces ingrédients-là font partie du discours politique. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une question ? Beaucoup. Ouais. Alors, si vous parlez suffisamment fort, ou alors si vous levez à côté du micro pour qu'on vous entende à l'enregistrement, en fait. Écoutez, mon colonel, Moi, merci. je suis lieutenant-colonel de réserve, hein, mais je suis civil avant tout. D'abord, j'ai beaucoup admiré et apprécié votre exposé. Il est rare, en définitive, que j'écoute des conférences qui m'apprennent quelque chose ou qui m'éveillent l'esprit. C'est arrivé ce soir. Vous rapprochez ces trois événements, 1815, 1870, 1940. En effet, leur parallélisme m'a longtemps frappé. J'ai consacré, non pas un livre, mais une page dans un de mes petits essais. Bon, je ne les mets pas quand même tous sur le même plan. 1940, c'est beaucoup plus grave Bien sûr. que 1815 et même que 1870. Bien sûr. Alors, je suis globalement
Tout à fait d'accord sur ce qu'on pourrait appeler cette haine de soi des élites françaises, et qui est une des raisons qui font qu'elles répugnent à toute stratégie de puissance. Elles n'ont pas de pensée sur ce sujet-là, et non seulement elles n'ont pas de pensée sur ce sujet-là, mais elles persécutent ceux qui pourraient en avoir. Et elles organisent la marginalisation de ceux qui pourraient en avoir. Alors, j'aurais en tant qu'historien, quelques nuances à apporter sur un fond d'accord total. Alors, ces nuances sont les suivantes. D'abord, je pense qu'au XIXe siècle, contrairement à ce qu'on croit, la pensée libérale française est extrêmement vivante, et au moins aussi vivante que la pensée libérale anglaise, sur le plan économique en tous les cas. Je pense que Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, Walras sont des références aussi importantes, et les anglo-saxons le savent. On pourrait même dire Quesnay, Turgot, tous les grands maîtres de la pensée libérale sont autant français qu'anglais au XIXe siècle. Sur le plan politique, c'est un petit peu différent, mais j'ai deux exemples quand même de personnalités qui sont des gens sérieux, qui ont pensé ce que vous dites, qui ont voulu la puissance de la France, et ce qui ne les empêchait pas d'être très pénétrés du modèle politique britannique. C'est Chateaubriand et c'est Guizot. Oui. Chateaubriand et Guizot, Chateaubriand pensait que l'idéal pour la France, c'était de copier les institutions anglaises. Enfin, en tous les cas, pas les copier pour les copier, parce qu'il les trouvait bonnes. Et Guizot, c'était un petit peu la même chose. On ne peut pas leur faire grief, ni à l'un ni à l'autre, de ne pas avoir une pensée sur le prestige, et c'est d'ailleurs la raison de l'échec politique de l'un et de l'autre, mais enfin surtout de Chateaubriand, qui a été marginalisé par Louis XVIII, parce que précisément Louis XVIII avait compris que le pacte non écrit de 1815, c'était un profil bas de notre pays. Je vais un petit peu plus loin. Je pense qu'après 1870, il y a eu une véritable stratégie de puissance de la part des grands républicains, spécialement de Jules Ferry. Et je ne me réfère pas seulement à Jules Ferry dans les colonies, mais contrairement à ce qu'on croit, l'école laïque, gratuite et obligatoire, c'était pas seulement pour lui, c'était peut-être pas d'abord pour lui un moyen de lutter contre l'Église, c'est qu'il avait regardé les statistiques de son époque, il avait vu que les taux d'alphabétisation étaient supérieurs dans des pays protestants, il était lui-même protestant, il pensait qu'il fallait instruire le peuple de France pour préparer la prochaine guerre. Et l'école de Jules Ferry, on peut la critiquer beaucoup, elle avait des défauts considérables, mais cette école de Jules Ferry, c'était un moyen de puissance, qui a d'ailleurs atteint son objectif. C'est vrai, je voulais juste vous dire par rapport à ça, mais il était face à l'Allemagne. Oui. C'était une pensée de la puissance tournée vers principalement le pays qui nous avait agressés. C'est-à-dire on était quand même dans cette vision du monde et pas tellement dans une vision plus large. C'est pour ça que je disais qu'on est plus dans la réalité des frontières et moins dans la géopolitique et les grands mouvements planétaires. Je partage tout à fait votre opinion sur l'obsession des frontières, le rétrécissement de la vision géopolitique ou l'absence de vision géopolitique qui a conduit à la ligne Maginot, qui a conduit à toute une série d'aberrations. Alors maintenant, si on regarde la classe politique française, la classe dirigeante française sur le long terme, je veux dire, la frivolité d'une classe dirigeante française remonte très très loin. Alors, je ne peux peut-être pas parler d'Isabeau de Bavière, mais le régent, qu'est-ce que fait le régent quand il prend le pouvoir après la fin de la mort de Louis XIV? Il fait la guerre contre notre intérêt le plus évident. Il s'allie aux Anglais contre les Espagnols. Ensuite, vous avez Louis XV qui ne veut pas marchander, qui abandonne les colonies américaines avec une très grande légèreté également. Vous avez la politique désastreuse de Napoléon III, d'un bout à l'autre, qui peut-être pensait avoir une vision de la puissance, mais enfin qui n'a pas fait la seule guerre qu'il fallait faire, c'était soutenir l'Autriche en 1866, et qui a fait toutes les autres qu'il ne fallait pas faire. Tout à fait. Et alors, malgré ça, malgré cette frivolité, alors on peut continuer, Strauss-Kahn et Jospin, qui cèdent la moitié de notre industrie aéronautique à l'Allemagne
au travers de la création de ADS, alors que l'Allemagne ne possède que 25% du savoir-faire en cette matière. L'histoire de la frivolité française sur ces sujets-là est une aventure malheureuse dont nous souffrons tous. Mais à côté de ça, il y a des gens qui, en dehors de l'appareil d'État, il y a eu Brazza, il y a eu Lyautey, il y a des gens il y a des pionniers qui font des choses extraordinaires. Alors, quelquefois, ils sont encouragés par l'État, au début de la Ve République, et même un peu sous la Quatrième, mais généralement, ils le font en dehors de l'État. C'est un peu le miracle français, ça. C'est cette capacité de la société civile, dans son ensemble, de surmonter cette légèreté extraordinaire de nos classes dirigeantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'approuver, il faut considérer qu'on doit toujours faire avec, parce que la situation actuelle nous a fait atteindre un degré d'abaissement qui peut-être sans précédent. Je me réfère à l'abaissement dans les esprits. Alors je terminerai avec une question. Une question. Êtes-vous sûr que nous soyons la deuxième puissance maritime du monde? Parce que, je vous dis tout de suite... C'est une très bonne remarque. Parce que la différence avec la première, qui sont les États-Unis, c'est un ou deux cantons français. Un ou deux cantons. Or, les statistiques qui les fait, c'est probablement les Américains qui les ont fait, les statistiques. Et puis, vous savez ce que c'est, domaine maritime, c'est pas toujours au fond du Pacifique, c'est très facile de le calculer. Alors, je me demande si nous ne sommes pas premiers ex aequo. Mais c'est en tous les cas à vérifier. Et si... C'est le chiffre qui est émis la plupart du temps, sûr, mais c'est pas forcément le bon. Et ce chiffre, c'est peut-être déjà un signe de vassalisation. Je suis bien d'accord avec vous. C'était une réponse rapide. Non, mais c'est vrai qu'il faut toujours être très attentif sur ces évaluations-là, parce que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est la manière dont l'information est fabriquée, est diffusée et normalisée, entre guillemets. Donc je partage votre remarque, il ne faut pas qu'on lâche un millimètre de vérification sur ce type d'enjeu, à condition que ça soit pris comme un enjeu, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour l'instant. En tous les cas, la différence est, à mon avis, inférieure à la marge d'erreur pour ce genre de calcul. C'est bon à savoir, et je le retiens. Merci de me l'avoir précisé. Alors, moi je vais vous poser une question. J'aimerais que vous réagissiez sur le bouillonnement qu'on constate actuellement au niveau européen et même américain avec le phénomène des Tea Party. Mais si on se concentre sur l'Europe, comment vous réagissez à ce bouillonnement qu'on va appeler souverainiste ou patriotique, disons? Et est-ce que vous pensez qu'à l'instar de Gaulle qui avait été en Angleterre, dans d'autres circonstances évidemment, il conviendrait d'être contre ces pouvoirs patriotiques étrangers, tout contre? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à l'instar de la relation très paradoxale entre Churchill et de Gaulle, est-ce qu'il n'y a pas un soutien important à attendre de partenaires étrangers, tout en imposant quand même notre volonté de principale puissance européenne? Moi, mon sentiment, c'est vraiment qu'on s'arme d'intelligence le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'une des forces françaises, c'est la réflexion. Je crois que c'est le fil conducteur de notre histoire. Et cette réflexion, elle n'est pas très compliquée aujourd'hui à aborder, à développer, etc. Je la pressens, alors je suis peut-être trop optimiste, mais je sens quand même que dans la génération montante, à cause de tout ce qui bouche les horizons, parce que les perspectives ne sont pas très simples, il y a une volonté peut-être de creuser un certain nombre de sujets, il y a moins de pression liée au bilan de l'histoire, aux chapelles qui sont nées de l'histoire, etc. Il y a une volonté de savoir. Cette volonté de savoir, il faut absolument s'engouffrer dans cette brèche et pour ensuite, parce que votre question, c'est l'étape numéro 2, pour ensuite se tourner vers un certain nombre de formes d'expression qui aujourd'hui prennent des contours étonnants. Je voyais ce qui était dit là sur des blogs à propos des États-Unis, où on voit aujourd'hui des marques comme une certaine chaîne de café
aux États-Unis, encourager à une certaine forme de patriotisme économique, dénoncer gravement le bilan politique et la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis. Un Starbucks Café, c'est quand même assez étonnant de voir. Alors certains diraient que c'est du marketing et de la récupération, mais c'est pas si simple que ça. On voit aujourd'hui différents modes d'expression, que ce soit politique, le Tea Party, que ce soit économique par les entreprises, que ce soit aussi ce qui se passe en ce moment à Wall Street avec ces mouvements de rue qui sont pas si minoritaires que ça. Il y a beaucoup de monde. J'ai regardé des vidéos, je suis assez étonné de voir des scènes comme ça aux États-Unis qu'on avait vraiment perdu l'habitude de voir depuis l'entre-deux-guerres. Je mets le mouvement 99 Seattle à part parce que c'était quand même un mouvement où il y avait pas mal de gens qui venaient d'étrangers, mais on voit de nouveau aux États-Unis des gens s'exprimer politiquement de manière assez étonnante. Enfin, disons que le dernier en date, c'est la guerre du Vietnam et le mouvement de protestation, mais là on est sur du social, on n'est pas sur dénoncer une guerre extérieure. Eh bien, le social, il faut remonter aux années 30. Donc, le Tea Party, c'est l'économique aussi. Oui, bien sûr. Donc, on voit tous ces événements-là qui sont intéressants à analyser, qu'il faut justement regarder de près pour essayer de les comprendre. Et c'est vrai aussi dans d'autres pays, sous différentes formes. Mais j'insiste, on ne pourra dialoguer avec ces entités, mais c'est vrai aussi avec d'autres pays. Moi, je ne suis pas du tout hostile à dialoguer avec les Russes, pas plus que je suis hostile à dialoguer avec les Indiens, par exemple. Je trouve que c'est très important, à une seule condition, c'est qu'on ait les capacités d'être pris au sérieux, de ne pas être les jouets de puissances étrangères. C'est le thème un peu le fil conducteur de l'intervention ce soir. Et pour ça, c'est pour ça que je disais ça en introduction, on n'aura pas, c'est pas une logique de contre-espionnage, c'est une logique de quelle est la valeur d'un engagement politique, mais je dirais la valeur intellectuelle, au vrai sens du terme. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on met dedans, et comment on développe le débat sur ces questions-là. Et c'est vrai que quand j'entends, d'ailleurs c'est intéressant, dans le débat qui vient d'opposer Martine Aubry et François Hollande, j'ai entendu, je ne suis pas fou, François Hollande dit je veux une stratégie offensive pour la France. Bon, alors, ce sont des mots, mais attention, les mots ont toujours une valeur miroir, c'est-à-dire que quand on se met à les prononcer, même si De Gaulle lui-même a fait cette expérience et il était bien seul entre 58 et le milieu des années 60, à parler sur la France, sur une certaine vision de son indépendance de la France à l'époque, quand on commence à sortir des mots comme stratégie offensive pour la France, c'est sûr que les journalistes ne retiennent pas, parce que les journalistes sont encore dans les rondes fumées du microcosme parisien, on le sait, mais ils ont été dits, ils ont été prononcés, et ils auront des suites. C'est comme ce qui a été dit vis-à-vis de la Chine. C'est la première fois que dans un débat politique, j'entends des choses qui sortent d'un certain ronron consensuel qui me rappelle cette ligne non revendiquée des élites françaises qui ne croient plus à la France depuis longtemps et qui la vivent, je dirais, par dérogation. Qu'est-ce qui avait été dit sur la Chine pour que... Il y a un début de revendication pour ne pas se faire mener par le bout du nez par la Chine. C'est-à-dire, il est temps de commencer à y voir plus clair dans les échanges, dans les déficits des échanges, dans les pratiques assez agressives de l'économie chinoise à l'égard de l'économie occidentale et européenne en particulier. Ces mots-là ont été dits. C'est vrai que les journalistes ne s'arrêtent pas dessus parce que on avait la droite la plus bête du monde à une époque, paraît-il, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui sans doute une des presses les plus bêtes du monde, tant pis pour elle, mais c'est la réalité, et elle le démontre. Parce que ne pas s'arrêter sur des phrases qui sont aussi importantes, ça veut bien dire que visiblement, une partie des journalistes, en tout cas, ne fait pas son métier, c'est-à-dire, mais de quoi nous parle-t-il, hein ? Une stratégie offensive pour la France, c'est pas un slogan publicitaire pour vendre des biscottes. Hein, c'est autre chose, et le fait de ne pas retenir cette expression dans le compte-rendu
ça montre bien que soit on veut surtout pas la retenir, cette expression, donc c'est une prise de position politique des journalistes qu'ils ne présentent pas comme telle à leurs lecteurs ou à leurs auditeurs ou à leurs téléspectateurs, ou c'est ni plus ni moins ce que j'appelle la bêtise, malheureusement, pour eux en tout cas. Donc on est en train de voir des mouvements, des changements d'expression, et y compris qui apparaissent dans le champ politique, et on va bien voir dans les campagnes présidentielles si ces mots-là ont une durée de vie et comment ils vont rejaillir dans le débat qui va opposer les deux candidats au deuxième tour. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et la raison en est très simple, c'est l'état du monde actuel. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien regarder ce qui est devant nous. Nous sommes devant un monde de plus en plus incertain, et on commence maintenant à se poser des questions très simples. Que va devenir ce territoire, le peuple qui vit dessus? Et ce territoire s'appelle la France. C'est-à-dire que là, on est devant une réalité qui interpelle tout le monde et qui ne fait plus sourire personne. Donc il est tout à fait logique qu'apparaisse une nouvelle créativité politique. Mais mon plus grand souhait, ce sera la conclusion ce soir, c'est qu'elle ne sombre pas dans ce qu'on a déjà vu dans le passé, c'est-à-dire le défoulement, c'est-à-dire le repli sur soi et surtout sur, je dirais, des valeurs qui ne sont pas forcément suffisamment armées pour affronter les événements et qui nous privent d'une vraie démarche de pensée stratégique. Car nous avons besoin aujourd'hui d'une seule chose, c'est penser le devenir de ce pays dans le cadre de l'Europe, en sachant bien que l'Europe est ce qu'elle est et qu'elle peut disparaître. Et deuxièmement, que personne ne viendra nous sauver si économiquement nous sombrons, contrairement à des périodes passées que nous avons connues, que nos ancêtres ou nos aînés ont connues. Donc, il va falloir repenser stratégiquement à l'avenir de la France. Désolé pour les élites françaises qui s'étaient amendées de ce lourd poids. Ce poids, elles vont désormais de nouveau l'avoir sur les épaules, et il leur sera de plus en plus difficile de l'évacuer par une pichenette ou ce genre de remarques, de discours télévisuels où on voit un candidat s'en sortir très facilement. Christian Arbulot, merci beaucoup. C'est bon.